Salut à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast dans lequel je vais vous proposer une petite réflexion autour de l'économie des médias en lien avec l'éthique journalistique, comme vous pouvez le voir dans le titre de l'épisode. Pourquoi ? Parce que je viens de publier une nouvelle vidéo sur la chaîne YouTube de Défense Zone, le média que je gère sur les questions de défense et sécurité. Dans cette vidéo, je parle de l'importance de s'intéresser aux actualités de la défense et aux questions géopolitiques, et j'explique notamment l'intérêt d'un média spécialisé comme le nôtre, qui fait parfois mieux le job que certains journaux mainstream que vous voyez tous les jours. Parce que ces derniers, en fait, ils maîtrisent moins bien ces sujets, ils ont moins de temps, et ils ont surtout davantage de biais et de problématiques de conflits d'intérêts. Et ça m'a donné l'idée de cet épisode, et de parler un petit peu d'économie des médias, parce que c'est quelque chose qui est assez peu connu, en fait, du grand public, et même des spécialistes. C'est ça qui est assez dingue. Et pour commencer, il faut se poser la question pourquoi c'est important de s'intéresser à ce sujet si vous êtes photographe ou si vous êtes photojournaliste. Parce que ça peut sembler assez éloigné de nos problématiques. Et d'ailleurs, on n'apprend même pas ça en école de journalisme. Très peu. Il y a très peu d'écoles de journalisme qui proposent des cours sur l'économie des médias, ce qui est un peu dommage parce que c'est un peu la base. Et c'est central parce que si vous ne connaissez pas les modèles économiques de la presse, ni comment fonctionne une entreprise de presse en France, ça va être un peu compliqué pour vendre des reportages au magazine. Donc il est important de revenir à la base et de comprendre comment ce qu'on appelle, avec des guillemets, la presse fonctionne en France. Et ce que je vais dire va sembler peut-être un peu basique par moment, mais je vous garantis que quand j'explique ça à des élèves que j'ai en master de journalisme, je vois dans leurs yeux et je vois dans les questions qu'ils me posent que ils ne sont pas forcément toujours au courant de comment ça fonctionne. Alors pour commencer, il faut comprendre qu'un média, c'est d'abord une entreprise assez classique. C'est une entreprise qui doit rentrer du chiffre d'affaires, faire du bénéfice si possible, payer des charges, payer des salaires, etc. Ce qu'on sait un peu moins, c'est que ces entreprises-là, elles appartiennent très souvent à des holdings, donc des grosses entreprises qui possèdent elles-mêmes des entreprises. C'est un jeu fiscal pour faire remonter de la trésorerie, pour faire remonter des frais, des charges, etc. pour payer moins d'impôts. Globalement, c'est ça. S'il y a un comptable qui m'écoute, il va peut-être décédé, mais désolé, j'essaie de vulgariser le plus possible. Euh, mais globalement, c'est assez ça. Et souvent, ces holdings, elles sont elles-mêmes possédées par des fonds d'investissement, par des grandes familles, par des milliardaires, la plupart du temps. Et pour ça, je vous renvoie à la carte qu'édite tous les ans le monde diplomatique avec l'association Acrimed, et qui montre la galaxie de centaines de médias qui sont possédés par en fait une trentaine d'acteurs. Je vous donne des exemples, là je l'ai sous les yeux, vous verrez, c'est dans la bannière d'épisode sur YouTube. Vous avez par exemple les plus connus, la famille Dassault, qui possède le groupe Dassault, mais qui lui-même possède le Figaro Magazine, Gala, Le Particulier, etc. Vous avez Patrick Drahi, qui est assez connu, parce que c'est un des plus gros à posséder aussi de la presse avec Vincent Bolloré. Donc Patrick Drahi qui possède Altis, et ensuite à travers Altis et deux autres sociétés, parce qu'Altis, je crois, n'est pas basé en France directement pour pas payer d'impôts, mais a quand même Altis France, qui possède aussi SFR, mais qui possède aussi BFM, RMC, etc. Et puis Libération, à travers une sorte de fonds d'investissement de dotation, un truc un peu chelou. Vous avez Bolloré, qui possède Vivendi, qui possède Lagardère, qui sont des boîtes qui possèdent elles-mêmes Europe 1, Paris Match. Alors, Paris Match vient juste d'être vendu au groupe LVMH, donc Bernard Arnault. Et en fait, c'est un jeu comme ça, où cette carte est obligatoirement remise à jour tous les ans. D'ailleurs, là, elle n'est pas encore mise à jour, parce qu'il y a eu des nouvelles tractations. Et on voit d'ailleurs que c'est de moins en moins une galaxie, c'est de plus en plus une petite constellation, parce que vous avez de moins en moins de gens qui possèdent de plus en plus de médias. Donc ça, c'est une problématique qui a été mise en avant par plein d'autres médias, beaucoup de médias de gauche d'ailleurs. Je pense à Blast, ou des médias, la branche médiatique, on va dire, de RSF, qui vont pointer du doigt ces problématiques de concentration des médias. Donc je vous invite à aller vous renseigner sur ça. Et moi, je vais parler un petit peu plus en profondeur sur concrètement, plutôt que de se plaindre ou de gémir ou de je sais pas trop quoi, de pleurer parce qu'il y a un milliardaire qui possède beaucoup de médias, essayons de comprendre un petit peu le modèle économique qu'il y a derrière et pourquoi, en fait, tout simplement. Pourquoi il y a une concentration, une centralisation, et c'est quoi les problématiques d'une entreprise de presse. Et encore une fois, il n'y a rien d'évident, il n'y a rien de simpliste là-dedans. Euh,
avant ça, il faut comprendre pourquoi ces acteurs-là possèdent des entreprises de presse, sachant que, ce qui est assez intéressant à comprendre, c'est que la plupart des entreprises de presse perdent de l'argent. Un média, c'est pas rentable. Ça perd de l'argent. Concrètement, la balance entre rentrer de l'argent, gagner de l'argent avec de la vente au numéro, vendre du papier, ou vendre des publicités, ou vendre des abonnements, ça correspond pas, il n'y a pas assez d'argent qui rentre pour payer les salariés, pour payer les frais d'impression, les frais de production, etc. liés à la création de valeur. Par contre, c'est là où il faut comprendre le concept de holding, le concept d'entreprise qui possède d'autres entreprises. Bolloré, par exemple, je ne vais pas trop rentrer dans le détail parce que je ne suis pas à l'abri de me prendre un procès, comme il a l'habitude de le faire, mais en tout cas, c'est des choses qui sont clairement expliquées. Bolloré, à une époque, tirait la majorité de son bénéfice du groupe dans des activités en Afrique, avec des entreprises qui possédaient par exemple des ports ou des systèmes logistiques. D'ailleurs, une entreprise qui est cotée en bourse, qui, elle, gagnait de l'argent, donc qui doit payer de l'impôt. Et à côté, le fait d'avoir des médias qui perdent de l'argent, donc des entreprises qui perdent de l'argent, ça permet de ne pas payer d'impôts sur ces boîtes-là, et même de transférer, en quelque sorte, ce besoin de payer des impôts, en tout cas l'annulation d'impôts sur d'autres boîtes. C'est un peu technique, mais concrètement, c'est ce qu'a fait Trump, ce que font tous les gens qui ont de l'argent, hein, globalement, ce qu'on appelle l'optimisation fiscale, hein, ce qu'on va appeler un coup l'évasion fiscale, c'est aussi l'optimisation fiscale. C'est un jeu de mots. Enfin, les mots sont utilisés comme les gens le souhaitent, quoi. Tout ça pour dire que quand un milliardaire achète un média, c'est pas juste pour faire de l'influence, comme vont dire les gens, ah là, c'est pour faire de l'influence, de la censure, etc. Non, c'est aussi une opération financière qui peut être intéressante, parce que ça permet d'éviter de payer des impôts pour d'autres activités qui rapportent de l'argent. Après, bien sûr, ça va être un outil d'influence très fort, et c'est pour ça que la plupart des journaux ont des lignes éditoriales qui sont marquées, et il y a des choix éditoriaux qui sont faits pour protéger aussi d'autres entreprises. Par exemple, vous n'allez jamais vendre un reportage qui critique une entreprise de Bolloré à un magazine qui est édité par Prisma Media, parce que Prisma est possédé par Bolloré. Voilà, à l'heure où j'enregistre, ça changera peut-être, mais vous avez compris. Il y a un peu de bon sens là-dedans. De la même façon, j'en parlerai aussi, il y a la question des annonceurs. Vous n'avez pas à froisser les annonceurs quand vous êtes une rédaction, parce que vous êtes tributaire de l'argent qu'on vous donne. Donc, si par exemple... moi, par exemple, il y a un reportage que j'ai fait en Arabie Saoudite. C'est un reportage que je vendrai quasiment jamais parce que l'Arabie Saoudite s'offre les services de boîtes comme Havas, comme Publicis pour faire leurs relations publiques et qui elles-mêmes possèdent des médias. Et donc, ces gens-là n'ont pas intérêt à ce qu'on parle de l'Arabie Saoudite parce qu'il y a des scandales autour de ça et des polémiques, des petits meurtres, des trucs comme ça qui font que on va pas en parler. Et ce qui est assez dommage quelque part, c'est qu'il y a beaucoup de rédacteurs en chef dans ces magazines-là qui se targuent d'être indépendants éditorialement, qui se censureront, qui vont pas se censurer, etc. Mais la réalité, c'est que si les gens se censurent parce qu'ils veulent pas de problème, ils veulent garder leur boulot, leur salarié, leur CDI, et ça s'arrête là. Et c'est ok, hein. Il n'y a pas de critique là-dedans, c'est juste un fait. Vous n'allez pas scier la branche sur laquelle vous êtes assis. C'est un peu logique. Sauf si vous voulez faire preuve de panache un dernier coup, mais vous avez compris l'idée. Donc, ça amène à la question des financements et également des annonceurs publicitaires. Donc, si vous allez sur des sujets trop polémiques, il faut vous dire que ça ne sera pas publié dans des journaux qui vont faire de la publicité pour Hermès, pour Rolex, etc. Vous n'allez pas vendre un sujet sur les migrants à un journal comme le magazine M Le Monde, le magazine du Monde, dans lequel il y a une trentaine j'exagère, mais plusieurs pages de marques de luxe. C'est le cas pour Géo, c'est le cas pour Polka, c'est le cas pour plein d'entreprises, de journaux comme ça. Ok. Encore une fois, il n'y a pas de critique là-dedans, hein, c'est juste un fait, c'est juste une. À la limite, si je critique quelque chose, c'est je critique la mauvaise foi de gens qui vont dire que c'est pas vrai. Parce que concrètement, pour avoir bossé dans des rédactions, pour avoir échangé avec plein de rédactions, c'est le cas, c'est vrai en fait. Il faut juste l'assumer, à la limite avoir le courage de l'assumer. Ça, c'est encore autre chose. C'est un peu la même logique pour la question des abonnements. La plupart des médias n'ont pas envie de froisser leurs abonnés, leurs précieux abonnés, les gens qui vont acheter en kiosque. Ils vont fournir aux gens ce qu'ils ont envie de lire, ce qu'ils ont envie d'entendre. Et du coup, ils vont jouer sur des polémiques, ils vont jouer sur des biais de confirmation
C'est-à-dire, ils vont dire aux gens ce qu'ils pensent déjà. Et ça, c'est le problème de toute la presse qui est pratiquement militante. Je pense par exemple à des journaux comme Valeurs Actuelles, à droite, voire droite, à droite toute, où on va faire des couvertures très polémiques sur les migrants, sur les francs-maçons, sur le gouvernement, sur des personnalités de gauche, etc. On va faire en sorte que les gens, c'est presque du Charlie Hebdo, mais biaisé à droite, on va dire. Et Charlie Hebdo fait exactement ça, même si Charlie Hebdo, c'est pas un journal de presse comme un autre. C'est un journal de presse satirique. Mais par exemple, il n'y a pas que Valeurs Actuelles, il y a aussi des journaux, par exemple, écologistes. Par exemple, je pense à Reporter. Reporter, c'est un média dans lequel il y a des très bons journalistes, comme il y a de très bons journalistes aussi à Valeurs Actuelles, mais c'est un média qui a fait le choix d'avoir une ligne éditoriale très marquée à gauche, écologie, et qui va choisir d'utiliser le biais de confirmation de ses lecteurs en disant « Vous voyez, la pollution, c'est mal, etc. » Et il va y avoir les éléments de langage d'un parti écolo qui vont se rejaillir, qui vont rejaillir dans les papiers, dans les angles choisis par Reporter, qu'ils le veuillent ou non. C'est pareil, il faut l'assumer. Et c'est ok. C'est le choix, c'est de faire plaisir quelque part à ses abonnés et leur apporter ce qu'ils ont envie de lire, ce qu'ils ont envie d'entendre. Il y a très peu de journaux aujourd'hui qui arrivent à trouver le juste équilibre entre être capable de choquer, de froisser quelque part son auditoire, quitte à ce que ils achètent plus, ils s'abonnent plus, mais on les informe en fait, tout simplement. Et les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, etc., Twitter, ont amplifié ce phénomène, parce que les journalistes sont du jour au lendemain devenus des community managers, donc ont eu comme mission, en plus d'écrire leurs articles, de les publier sur les réseaux. Et le journaliste, il a compris très vite qu'on pouvait jouer avec les émotions de son audience et on pouvait créer la polémique. Si vous utilisez un biais de négativité dans votre post, Instagram, Facebook, ça va gonfler le nombre de likes, et donc le nombre de clics, et donc potentiellement le nombre de ventes aussi, le nombre de lectures de l'article, etc. Prenez un exemple très récent, la sortie du documentaire de Inoxtag, le petit youtubeur là, qui a fait l'Everest, et qui a sorti un documentaire qui a explosé les stats de YouTube, qui a fait des dizaines de millions de vues. C'était assez intéressant de voir comment tous les médias traditionnels l'ont traité. Reporter, par exemple, Reporter a publié un article en disant, en anglant sur le fait que c'était complètement débile de mettre en avant les gens qui allaient faire de l'alpinisme sur l'Everest parce que c'était de la pollution et que ça allait polluer l'Everest. Alors que dans le documentaire, il était question justement de cette problématique et il montrait. Donc, il y a cette mauvaise foi qui est de montrer, d'aller dans le sens des critiques en se disant ok, les lecteurs vont critiquer, du coup il faut qu'on fasse un article pour dire qu'on critique. Voilà. Et ça des deux côtés, à gauche comme à droite, comme au centre, comme vous voulez. Donc il n'y a pas de logique partisane là-dedans, c'est juste un fait. Et tout ça c'est problématique parce que ça entame la crédibilité et la confiance qu'ont les gens en ces médias. Malgré, encore une fois, que les journalistes, la plupart des journalistes de ces rédactions, ils sont bons et ils visent à être objectifs, ils ont envie de faire leur métier correctement. C'est pour ça que là, je ne cible pas des personnes en tant que telles. D'ailleurs, je cible personne, je dis juste un état de fait. Et je pense que les gens intelligents dans les rédactions, les journalistes intelligents qui écouteront ce message, si c'est le cas, j'en sais rien, les gens intelligents, par défaut, vont se remettre en question et vont être capables d'être critiques et d'être autocritiques sur leur profession. Je pense que c'est ce qui manque le plus, mais c'est ce qui fait la quintessence de notre métier, c'est d'être capable de se remettre en question et d'être critique envers notre propre profession. Je pense que les meilleurs professionnels, je sais pas si vous m'écoutez, vous avez déjà fait d'autres professions, vous le savez, les meilleurs boulangers, les meilleurs chauffeurs, les meilleurs ingénieurs, les meilleurs tout ce que vous voulez, ce sont les gens qui sont capables d'avoir une vision critique de eux-mêmes et de leur propre métier, leur propre profession, leur propre mission, pour ensuite faire au mieux. C'est pourquoi il y a beaucoup de journalistes qui ont compris ça et qui ont essayé de monter leur propre magazine, leur propre média. Vous avez Mediapart qui a ouvert la voie, mais ensuite vous avez eu Blast, Omerta, je ne vais pas tous les citer, mais il y en a quelques-uns, et récemment d'ailleurs une presse assumée de droite, comme Livre Noir, qui a été renommée Frontières, et qui dit clairement, en gros, eux ils disent, voilà, il y a trop de presse de gauche, il faut qu'on crée de la presse de droite. Voilà, c'est clairement assumé, la ligne éditoriale, et les biais qui vont derrière. Donc, je dis pas que c'est bien, juste que ça existe, et ça s'amplifie encore plus. Pourquoi ? Parce que il y a tout ce
encore une fois, cette économie des médias, ce modèle économique qui change et qui va renforcer ce besoin de prendre parti et de plus faire de journalisme. Et c'est ce qui est dommage et ce qui amène à 2 problèmes. Le premier, c'est que il faut rester éthique, il faut rester le plus neutre et objectif possible dans cette aventure quand on lance un média. Et c'est très compliqué dans une logique de concurrence parce que écrire un article qui polarise, qui crée la polémique, ça sera toujours plus lu qu'un article qui temporise, qui fait du journalisme, qui montre que oui, ok, il y a un peu de noir, il y a un peu de blanc, ça fait du gris, voilà. Mais ça n'amuse pas les gens, ça ne donne pas, c'est pas sexy, c'est plus de l'entertainment. C'est ce qu'a fait par exemple le petit journal qui est devenu quotidien, qui appartient au groupe Bouygues, hein, appartient à TF1, faut pas l'oublier. C'est bien sympa de taper sur les milliardaires, etc. Mais ça appartient quand même au groupe Bouygues. Groupe Bouygues qui fait autre chose que de la presse, hein, entre autres, qui fait de la construction, qui fait aussi pas mal de choses un peu partout dans le monde. Et on pourrait faire quelques enquêtes sur ça, mais on verra pas une enquête sur Bouygues dans Quotidien. D'accord? Pourquoi? Parce que c'est leur patron. C'est eux qui signent les chèques, en fait, les bulletins de paye. Alors parfois, il y a des exceptions qui confirment la règle, hein, où il y a parfois des fausses, des fausses initiatives qui montrent que, ah, vous voyez, on a quand même une liberté d'action, on peut faire un peu ce qu'on veut. Bon, dans les faits, ça va pas très loin. L'autre problème que ça pose, que ces journées qui montrent comme ça des structures, c'est que les journalistes sont en général pas des bons chefs d'entreprise, ni des bons gestionnaires et des bons marketeurs. On l'a vu avec des exemples comme le média L'Hebdo, qui est mort au bout de quelques numéros. C'était une émanation du groupe, du média le 21, la revue 21, et du journal 6 mois. D'ailleurs, le journal 6 mois, pareil, qui a coulé plusieurs fois. Et là, pour le moment, qui est mort. Et d'ailleurs, moi, je me rappelle quand L'Hebdo avait été sorti, c'était une équipe de journalistes, grands reporters, etc., qui s'étaient mis des titres comme ça, un peu pompeux, pour dire qu'ils avaient gagné des prix Albert Londres, etc., que c'était des grands journalistes. J'exagère pas, quoi. Je me rappelle du clip de financement participatif, parce qu'ils avaient fait une campagne financement participatif pour demander de l'argent aux gens pour essayer de monter le média, pour payer ensuite leur salaire et le papier. Et les mecs dans la vidéo, ils disaient, voilà, nous sommes des vrais journalistes, on va plonger la plume dans la plaie, etc., comme disait Albert Londres, faire du vrai journalisme. Mais en fait, dès qu'ils ont lancé le truc, ils ont commencé avec des sujets un peu scandales, notamment un scandale autour de Nicolas Hulot, qui s'est avéré être... en tout cas, lui, il a gagné ses procès en diffamation. On ne saura jamais si c'est vrai, c'est faux, mais en tout cas, le fait est qu'ils ont perdu, et du coup, ils ont perdu de l'argent, et du coup, ils ont perdu leur journal. Et derrière, je pense qu'il n'y avait pas que ce problème-là, il y avait aussi ce problème de gestion. Une boîte, ça se gère, et un marketeur... Enfin, un journaliste, c'est pas un marketeur. D'ailleurs, les journalistes détestent, en général, les marketeurs. Moi, quand je me suis lancé dans ce métier de formateur, et que j'ai commencé à faire du marketing, c'était un gros mot en fait. Les gens me disaient ouais t'es un businessman, etc. C'était une insulte dans leur bouche. Maintenant la plupart des gens essaient de le faire. Mais ça c'est autre chose. Et voilà, donc pour monter une boîte, il faut pas que des capacités de créer du bon contenu. Créer du bon contenu, ça suffit pas pour faire vivre un média. Il faut trouver les lecteurs, il faut les garder, il faut faire de la rétention, il faut les monétiser aussi ces lecteurs. Il faut vendre des abonnements, vendre du magazine, enfin vendre du papier. Il faut trouver des annonceurs. Il faut garder ces annonceurs, il faut négocier aussi les tarifs des annonceurs. Ensuite, il faut gérer les réseaux sociaux sans péter un câble. Enfin, tout ça c'est mon quotidien depuis quelques années avec le magazine Défense Zone, qui est à la fois un média digital avec des podcasts, des vidéos, etc. et papier. C'est imprimé, c'est diffusé en kiosque tous les 3 mois partout en France. Et moi-même, je suis passé par toute cette démarche administrative longue, pénible pour obtenir un numéro de commission paritaire auprès du ministère de la Culture, d'obtenir les agréments de la commission de la carte de presse. Je peux vous dire que tout ça, c'est très chiant, c'est très long. Je ne l'ai pas sous-traité à quelqu'un d'autre, je l'ai fait moi-même. Et c'est clair que tout le monde ne peut pas y arriver, en fait, de faire ça. Il faut vraiment le vouloir, quoi. Et d'ailleurs, je vois tous les jours les problématiques qui donnent envie d'abandonner. Hein. La hausse du coût du papier, les commissions énormes que prennent les messageries en ligne, les gens qui mettent en kiosque. Vous savez que quand vous achetez un magazine en kiosque, il y a la moitié de l'argent, et même un peu plus que la moitié, qui part pas chez l'éditeur, pas chez les journalistes, mais chez la messagerie en ligne, et ensuite la messagerie type MLP, etc. Ça coûte très cher, et c'est ultra opaque. C'est très compliqué de gérer, ça prend du temps, ça prend de l'argent, ça prend de l'énergie, du temps d'espace, de temps de vie, je pense. Et derrière, les résultats sont pas fous.
sans compter le désintérêt des lecteurs, des annonceurs qui perdent eux aussi de l'argent parce que c'est un contexte de crise économique un peu tendu. Et puis la difficulté de bosser avec les services de communication, même les ministères, hein, même l'armée, c'est pas toujours facile. Il y a beaucoup d'incompétence, il y a beaucoup de gens qui mettent des bâtons dans les roues. C'est très compliqué en fait au quotidien. Donc tout ça pour dire, c'est pas gagné pour l'avenir de la presse, du fait de cette économie des médias, et du fait de tout ce qui se cache derrière ce mot valise, hein, l'économie des médias, vous avez compris, j'espère en écoutant cet épisode qu'il y a beaucoup de choses derrière, mais il y a des choses positives à noter. Vous savez, je ne pourrais pas dresser un tableau complètement noir, enfin toujours mettre des choses positives. Déjà, la montée en puissance des médias sur YouTube, avec des vulgarisateurs de géopolitique, d'économie, de politique, de plein d'autres choses qui font que on se rend compte qu'il y a des youtubeurs qui sont de meilleurs journalistes que certains journalistes en rédaction. Parce qu'ils ont plus de liberté, plus de formation aussi, ils se forment plus, ils vont plus facilement sur le terrain, ils vont faire des reportages, ils vont faire des interviews, ils donnent la parole aux gens, ils écoutent les gens. Parfois, ils ont un peu plus d'éthique que certains journalistes. Donc ça, c'est un bon signe. Et puis, il faut comprendre que l'importance du métier de journaliste restera pour toujours, presque, j'ai envie de dire, parce que le journaliste, il a un rôle social ultra important dans la société. C'est lui qui nous permet d'éviter les fake news, c'est lui qui nous permet d'avoir une information qu'on n'aurait jamais eu autrement. Comment vous voulez savoir ce qui se passe actuellement au Liban, actuellement en Ukraine? Si vous suivez juste des gens qui sont sur place, qui sont biaisés par le contexte, parce qu'ils sont soit partie prenante, soit parce qu'ils sont militaires, parce qu'ils sont communicants, parce qu'ils sont habitants civils, mais citoyens, mais qui ont un biais parce qu'ils vivent le truc, vous pouvez pas vous faire une idée du monde en fait. Il faut des gens qui partent, qui font des milliers de kilomètres, qui vont dans un pays qui n'est pas le leur, qui ont une vision complètement différente et qui vont essayer de raconter au mieux en montrant ce qui est bien, ce qui est pas bien, sans faire plaisir aux uns, sans faire plaisir aux autres, et qui va apporter une information dépassionnée, la plus éthique possible. Et ça, c'est quelque chose qui est pas prêt de se perdre, parce que c'est pas lié à l'économie de la presse, c'est pas lié à l'économie des médias. C'est ça qui est bien. D'ailleurs, on le voit, par exemple, avec le festival Visa pour l'image. On le voit tous les ans à Visa, depuis 35 ans, il y a toujours des milliers et des milliers de personnes qui viennent voir les photos, qui viennent voir les informations qui sont données. Il y a ce besoin de la population, et il y a derrière une file ininterrompue de photographes prêts à faire ces reportages, prêts à montrer ça, même si ça leur coûte de l'argent et ça leur coûte la vie, ils vont continuer à le faire. On le voit dans les écoles de journalisme. Il n'y a jamais eu autant d'écoles de journalisme, il n'y a jamais eu autant d'écoles pleines de futurs journalistes, même si la qualité de ces écoles n'est pas toujours au rendez-vous. Et ça, je le vois, les gens qui me contactent, des étudiants en école de journalisme, souvent privés, qui me contactent et qui me disent « Ouais, je comprends pas, à l'école, on ne nous parle pas de tel truc, on nous a dit dans tel podcast. Comment ça marche ?» J'ai dit « Putain, ils t'ont pas expliqué comment tu obtiens ta carte de presse, comment tu vends des piges, c'est quoi la réalité de la pige pour les journalistes et les photojournalistes. La plupart de tout ça n'est pas expliqué à l'école, en école de journalisme privée. Les écoles reconnues font un peu plus le boulot, quoi. Mais c'est dommage, en fait. C'est dommage. Après, il y a des choses très positives. Les crowdfunding fonctionnent de mieux en mieux. Nous, on l'a déjà fait plusieurs années de suite avec le collectif DR. Là, on vient de réussir notre campagne annuelle pour lancer notre livre sur du photojournalisme. Donc, on le finance nous-mêmes. Et derrière, ça nous permet de véhiculer notre travail, de faire connaître notre travail et de vendre potentiellement des histoires et des sujets, et des reportages. Ensuite, j'ai noté quoi? J'ai noté l'auto-édition, qui marche bien, l'autoproduction. Avec YouTube, j'en ai parlé, mais on peut aussi faire de plus en plus de podcasts, et ça monte en puissance aussi, le podcast. Il y a de plus en plus de journalistes qui se lancent là-dedans, parce que c'est un format incroyable. Il y a moins besoin de coûts de production, ça coûte moins cher, et parfois c'est plus efficace qu'une émission de radio. Donc, pour finir un peu cette réflexion sur ce sujet passionnant qu'est l'économie des médias, il y a des choses qui vont mal, il y a des choses qui vont bien. Faut toujours être dans la demi-mesure, mais en tout cas, si ça vous plaît, si vous voulez en savoir un peu plus, faites-le moi savoir dans les commentaires sur YouTube ou par mail. Et j'enregistrerai peut-être la suite de cet épisode pour approfondir la thématique, donner d'autres exemples. Et je vous encourage à creuser cette thématique, d'aller faire des recherches, taper économie des médias. Il y a plusieurs auteurs sur ce sujet.
Il y a pas mal de sociologues qui se sont penchés sur cette question-là. C'est passionnant, c'est intéressant. Et voilà, je pense qu'on a fait le tour. Merci pour votre écoute. Et puis je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode du podcast dans lequel on parlera à nouveau de photojournalisme, de Visa pour l'image, puisque j'étais là-bas et j'en ai profité pour enregistrer une super interview avec l'une des responsables du CIP, le Centre International du Photojournalisme, qui parle d'éducation aux médias pour les jeunes. Et ça va plaire aux photographes qui nous écoutent parce qu'il y a derrière des opportunités aussi économiques derrière ces questions-là. Donc je vous donne rendez-vous jeudi prochain, comme d'hab, jeudi matin, vous le savez, nouvel épisode du podcast depuis plusieurs mois, même plusieurs années. Alors, on essaie de garder cette régularité. Donc voilà, si ça vous plaît, n'hésitez pas à soutenir ce format en allant liker, commenter les vidéos sur YouTube, en mettant des 5 étoiles sur les plateformes comme Spotify, Apple, etc. Je répète ce que disent tous les podcasteurs, mais c'est important, ça aide au référencement, ça montre que vous soutenez, ça coûte rien, ça vous coûte 1 minute de votre temps. Donc merci à ceux qui le feront, et je vous dis à la semaine prochaine pour un prochain épisode.